Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au MOOC Projet Fac Réussir en sciences humaines. Nous accueillons Floriane Buisson qui est responsable de projet pour la réussite des étudiantes et étudiants à l'université Jean Moulin Lyon 3, au pôle réussite, direction des études et de la vie universitaire. Bonjour Floriane. Bonjour Sandrine. Et bonjour à tous. Nous allons voir quelques petites consignes concernant ce webinaire. Alors ce webinaire, vous l'avez compris, est un moment d'échange autour d'un cours en ligne qu'on appelle des MOOC, Massive Open Online Course, des cours en ligne ouverts, gratuits et massifs, qui sont diffusés sur la plateforme FunMOOC, qui est une plateforme de service public français. Et donc, on est là pour vous expliquer en quoi consiste ce MOOC, qu'est-ce que ça va vous apporter, et puis comment cela s'inscrit dans votre parcours personnel d'orientation pour choisir un cursus et peut-être vous donner des idées de métier. Alors, on reste ensemble pendant 50 minutes. À l'issue de ce webinaire, vous allez avoir un mail qui va vous être adressé avec à l'intérieur un certain nombre de ressources, de liens vers les pages de présentation, vers les tutos qui vont vous aider à vous inscrire. Et puis, un peu plus tard dans la semaine, on vous enverra le lien pour visualiser ce webinaire qui nous réunit aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez le rediffuser, vous en emparer, et puis ça vous donnera une substantifique moelle. Comme ça, vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit à l'ancienne, avec un papier, un crayon, ou même un ordinateur. Comme vous pouvez le voir, sur votre droite, il y a un chat. Ce sera le moyen pour vous de nous poser des questions. Et lorsque Floriane va avoir fini de dérouler sa présentation, nous allons relayer ces questions à l'oral, de manière à ce que tout le monde puisse profiter des questions, mais aussi des réponses qui seront apportées. Voilà, je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Floriane. Bien, merci Sandrine. Alors, comme vient de vous l'expliquer Sandrine, je vais faire la présentation globale. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur le chat, hein, l'objectif est là, et j'y répondrai à la fin. L'idée de cette présentation est avant tout de vous permettre que ça suscite des questions, de vous faire connaître le MOOC, et puis après de pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc même si je n'en parle pas dans la présentation, n'hésitez pas à poser toutes les questions dont vous avez besoin de les exprimer. Donc, le MOOC. Notre MOOC s'appelle Projet Fac Réussir en sciences humaines. Et donc, parmi l'audience, il y a mon collègue Pierre Guy, qui, pendant son arrêt maladie, est venu nous rejoindre. Donc, je vais parler sous son contrôle. Attention, je suis surveillée. Voilà. Donc, on a construit ce MOOC il y a quelques années pour justement répondre à toutes les questions que se posent les étudiants, disons les lycéens, avant d'arriver dans une université de sciences humaines. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Quels sont les parcours? Est-ce qu'il y a des métiers à l'issue? Bref, comment ça se passe concrètement? Voilà. Alors, par contre, Sandrine, est-ce que tu peux passer sur la diapo? Voilà, merci. Donc là, on vous rappelle un petit peu ce que c'est qu'un MOOC. Donc un MOOC est un cours en ligne. Donc celui-ci est un MOOC d'orientation. Il a pour objectif de vous aider dans votre parcours d'orientation. Et donc le nôtre va vous présenter à toutes les filières de sciences humaines. Donc il y en a 22 qui vous seront présentées. On parlera aussi des métiers, des débouchés de ces filières et puis comment se passe la vie à l'université. Je peux te laisser continuer, s'il te plaît. Merci. Donc, si vous voulez retrouver tous ces MOOC, y compris le nôtre, il suffit d'aller sur la page de FunMOOC, mais les collègues de Fun vous ont déjà mis tout ce qu'il faut sur le chat. On continue. Et donc, la première raison de suivre notre MOOC, c'est déjà que ça va vous permettre de découvrir le panorama des sciences humaines. Il y a 22 disciplines en sciences humaines, donc on va aussi bien parler de l'histoire, de la philosophie, du droit, des lettres classiques ou humanités, des langues. Voilà, autant de filières qui, comme ça, sur le papier, peuvent vous paraître
assez facile à distinguer, mais parfois vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. C'est quoi faire des langues? C'est quoi la différence entre les lettres classiques et les lettres modernes? Est-ce qu'il vaut mieux faire histoire ou géographie ou faire la double licence? Voilà, des questions. Ou même, est-ce qu'il vaut mieux faire une licence d'archéologie ou d'histoire? Parfois, les séparations entre je vais y arriver. Les séparations entre ces disciplines sont très nettes, parfois pas du tout. Peut-être vous ne savez pas ce qu'on y fait. Et ben voilà, on a prévu pour vous des interviews d'enseignants qui vont vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans ces filières, quelles sont les compétences que vous aurez à l'issue de cette formation, qu'est-ce que vous pourrez valoriser sur le marché du travail et bien sûr, quelles sont les qualités attendues pour les étudiants pour réussir dans ces filières. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces différentes disciplines. Il y a des choses peut-être un peu classiques, mais il y a aussi des choses que, à mon avis, vous connaissez peu, comme par exemple théologie ou histoire de l'art, qui sont aussi peut-être des thématiques, des disciplines que vous aurez peut-être envie de découvrir. Donc également, nous avons prévu une transcription vidéo et une bibliographie, c'est-à-dire les livres qui sont conseillés dans le démarrage de cette filière. Voilà. Donc là, on vous a remis toutes les listes de disciplines, donc sciences du langage, sciences de l'éducation, que j'ai pas cité, art du spectacle, voilà, plein de disciplines très différentes et qui amènent à des carrières et des métiers différents et des compétences différentes. La deuxième raison, c'est qu'on va vous aider à construire votre propre projet. C'est très bien de choisir une licence, de continuer dans l'enseignement supérieur, mais l'idée quand vous rentrez dans l'enseignement supérieur, c'est pas uniquement d'avoir un diplôme, c'est de construire votre projet à vous. Et ce projet, il doit mener sa réflexion en vous appuyant bien sûr sur le diplôme dans lequel vous êtes inscrit, mais pas uniquement. Il va aussi s'appuyer sur le métier que vous voulez faire, ou au moins le secteur d'activité dans lequel vous voulez rentrer. Et donc là, pour vous montrer comment, à travers déjà les expériences que vous avez, les choses que vous savez faire, et puis celles que vous allez acquérir, vous pouvez réaliser ce projet, on a décidé de créer un petit scénario, une petite fiction, autour d'un personnage qui s'appelle Clara, qui est une lycéenne, et qui, comme vous, se pose des questions sur son avenir. Alors elle a une idée assez précise de ce qu'elle veut faire, mais tout au long des vidéos, vous pourrez voir comment elle s'appuie sur ce qu'elle sait déjà faire et qu'elle a validé, et puis sur ce qu'elle va découvrir à l'université pour réaliser son projet. L'idée derrière tout ça, c'est de vous montrer les grandes étapes, les points clés pour que votre projet aille vers sa réalisation. Voilà. Donc, si vous avez une vision très vague ou une vision très précise, ça va vous permettre de voir plusieurs choses. D'abord, ça va vous préciser votre idée métier. Si vous avez une idée de métier, c'est super. J'aimerais juste attirer votre attention, sur quelque chose, c'est que quand on rentre à l'université, c'est pour des études longues, donc 5 ans. Quand vous rentrez chez nous en première année, 5 ans plus tard, il y aura des métiers qui n'existent pas encore. Il y a des métiers qui vont se créer. Et donc, on peut préciser tout au long de son parcours le métier vers lequel on veut aller. Établir des priorités dans votre projet. Ça, c'est aussi une grosse difficulté parce qu'on est souvent pris par les études, par l'obtention de son diplôme et on oublie que pour réaliser son projet, il y a aussi des choses à faire, comme par exemple aller faire des stages, rencontrer des professionnels. Tout ça, c'est tout à fait possible à l'université, simplement ça demande un peu d'organisation. Aussi réfléchir à d'autres pistes. Quelque chose qui est très courant chez nous et qui est parfois assez surprenant, on a des gens qui rentrent dans des filières de lettres en se disant je veux devenir enseignant et puis ils attendent la fin de la licence pour être en stage dans une école et quand ils voient les enfants ils disent ah non en fait non jamais je ferai ça, c'est trop tard. Pour pouvoir savoir ce qu'on a envie de faire, il faut explorer tout un tas de pistes, rencontrer des gens, et ça peut se faire tout au long de la licence et tout au long de son parcours, et il faut bien sûr être accompagné. Finaliser son projet de formation, quand vous démarrez une matière que vous ne connaissez pas, c'est difficile après de faire des choix d'options, mais petit à petit, tout au long de votre parcours, on va vous expliquer ce qui, par rapport à votre projet, sera le plus pertinent.
Et puis, là, beaucoup plus concrètement, suivre cette construction de projet vous permettra de rédiger votre projet de formation motivée sur Parcoursup. La raison numéro 3, c'est que ça va vous permettre de vous immerger dans le monde universitaire. Alors, c'est assez drôle parce que ce matin, je faisais visiter le campus dans le cadre des journées de l'enseignement supérieur. Et donc, j'ai pu rencontrer des élèves et des parents qui étaient tous extrêmement surpris de voir la richesse d'un campus universitaire. Ils pensaient pas qu'il y avait autant d'activités, autant de choses qu'on peut faire sur un campus. Et donc, effectivement, une vie universitaire, c'est beaucoup plus large que juste votre diplôme. Il y a plein de services, il y a plein de lieux, il y a aussi plein de gens à rencontrer, il y a un vocabulaire aussi spécifique, et c'est pour ça que dans le MOOC, on a prévu une visite virtuelle. Donc c'est pas notre université, hein, c'est une université exemple, hein, mais dans lequel vous pourrez visiter un amphi pour voir ce que c'est. Vous pourrez voir les différents services qui sont ouverts aux étudiants et qui peuvent les accompagner. On a également prévu un petit lexique des termes universitaires courants. Alors je pense que cours magistral, CM et TD, travaux dirigés, vous devez à peu près savoir ce que c'est. Par contre, si je commence à parler crédit ECTS, UFR, je pense que là déjà, il y a beaucoup d'entre vous qui sont un petit peu plus perdus. Et ben là, vous allez avoir la définition de tous ces mots, ce qui sera quand même un grand plus de l'avoir en amont pour pas être perdu justement quand vos enseignants vous en parleront quand vous arriverez chez nous. Et puis, le dernier élément, c'est les astuces du chef, c'est les petites recettes pour vous permettre d'être le plus performant possible dès votre arrivée. Comment bien vous organiser, comment bien préparer ses recherches documentaires, comment optimiser sa prise de notes. Voilà, des éléments assez concrets sur la vie universitaire et les sciences humaines qui peuvent vous aider tout de suite. Voilà. La quatrième, c'est que ça vous prépare vraiment à une rentrée efficace. Donc, comme je l'ai dit, vous avez des petites recettes qui sont toutes téléchargeables et qui peuvent vous aider dès la rentrée. On a également un forum à disposition qui vous permet d'échanger avec nous, de poser toutes les questions que vous voulez. Et comme je le dis chaque année, il n'y a pas de questions idiotes, il y a que des gens idiots qui n'osent pas les poser. Donc, posez toutes les questions que vous voulez sur le forum. L'équipe est là pour répondre à toutes les questions, et puis on organise aussi des temps d'échange. Donc là encore, n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous avez des questions ou vous ne trouvez pas la réponse dans le MOOC. Et puis la cinquième, c'est que ça vous permet de vous former librement. C'est-à-dire que là, vous avez deux façons de suivre le MOOC. Soit vous venez uniquement pour regarder, récupérer des contenus, récupérer des informations, et c'est très bien, et on est content. Ou vous souhaitez aller un petit peu plus loin, faire les QCM, faire la totalité du MOOC. Et à ce moment-là, si vous obtenez 10 de moyenne aux 4 QCM qui vous sont proposés, vous recevez un badge numérique qui peut être ajouté à votre candidature sur Parcoursup. Et bien sûr, nous sommes ouverts en continu depuis le 1er octobre et ce jusqu'à fin mai. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. C'est sans contrainte, c'est gratuit, donc faut pas hésiter. Voilà. Donc là, vous avez les coordonnées de tout le monde, des membres de l'équipe. Maïté Biloré, donc, qui est responsable pédagogique, moi qui coordonne le projet, Pierre Guy, que je salue, qui fait partie des membres de l'équipe et qui, vous le retrouverez beaucoup sur les vidéos, Catherine Lopez, qui est responsable du centre d'orientation, et Teddy, qui est un chargé d'orientation à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et bien sûr, même si nous sommes tous de l'université Jean Moulin Lyon 3, ça c'est pour des questions pratiques, la présentation qui est faite dans ce MOOC des sciences humaines n'est absolument pas ce qui se fait chez nous. C'est quelque chose qu'on a voulu au niveau national. Donc les contenus que vous trouverez parlent des formations au niveau national et non pas au niveau de notre université. Voilà. Alors, on n'a pas de questions, Floriane. On pourrait peut-être parler d'une manière générale
des cursus à l'université. Tu as dit tout à l'heure que c'était des formations longues, 5 ans, et donc c'est divisé en licence-master. Est-ce que les étudiants qui font la licence dans une université, quelle qu'elle soit, sont obligés d'y rester pour leur master? Non, pas du tout. C'est vous qui déterminez, vous n'êtes même pas obligé de faire la totalité de votre licence dans la même université. Vous pouvez changer d'université en cours de licence. C'est pour ça que nous avons des crédits ECTS. Chaque année de licence représente 60 crédits ECTS. Pour obtenir une licence, il faut 60 crédits. Et donc, cela vous permet une mobilité à l'international, puisque le principe de ces crédits, c'est que vous pouvez aussi bien les utiliser dans une licence française que dans une licence aux États-Unis ou en Allemagne ou en Italie, voilà, un peu partout en Europe ou en Europe globalement, puisque après ça rentre dans des systèmes d'accords. Mais voilà, donc déjà par rapport à ça, la licence, il y a une mobilité qui est possible. Et puis, à la fin de la licence, il existe une autre plateforme qui s'appelle Mon Master, sur laquelle vous allez candidater aux masters qui correspondent le plus à votre projet. Donc ça veut dire que déjà, durant la licence, il faut bien réfléchir à quel projet vous souhaitez mener et vous y préparer pour avoir les meilleures chances d'obtenir le master souhaité. On commence à avoir des questions là. Nancy dit « Merci pour cette présentation. Il est mentionné que le MOOC se suit en 6 semaines. Est-ce qu'il est possible de le réaliser sur une durée plus courte ?» Oui, bien sûr. 6 semaines, c'est juste qu'on a prévu que chaque chapitre, donc il y a 6 chapitres, ait une durée d'une semaine, mais effectivement, ça peut se faire de façon beaucoup plus courte. Non, n'hésitez pas à vous rendre sur le MOOC pour vous en rendre compte. Alors, il y a une précision aussi à avoir. Un MOOC, surtout les MOOC d'orientation, il n'est pas obligatoire de commencer par le début et terminer par la fin. Et il n'est pas nécessaire de faire l'intégralité du MOOC. C'est-à-dire que vous venez avec un projet d'orientation, là je parle sous ton contrôle, Floriane, oui. Et vous allez découvrir des choses au fur et à mesure. Et les MOOC sont un outil pour vous d'information fiable, puisque ce sont des équipes pédagogiques constituées d'enseignants, d'ingénieurs pédagogiques qui sont dans l'université, qui vous apportent une information fiable. Bon. Après, un projet d'orientation, c'est long. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi d'aller préciser certaines choses sur des sites de l'ONICEP. Floriane vous parlait tout à l'heure de l'intérêt de discuter avec des professionnels, de faire éventuellement peut-être des micro-stages, d'aller sur des journées portes ouvertes, de revenir sur le MOOC, parce que vous aurez développé votre idée. Et peut-être qu'il ne faut pas seulement un plan A, mais il faut aussi un plan B et un plan C, on ne sait jamais. Et donc, le MOOC, il est constitué de cette manière. Et cette structuration en 6 semaines, ces 6 semaines qui peuvent être suivies relativement rapidement, parce que ce sont des MOOC d'information. Pour peu que vous vous y mettiez, moi, j'ai connu quelqu'un dans l'entourage de mon fils qui a fait ce type de MOOC en un gros week-end, quoi. Après, vous pouvez aussi revenir plusieurs fois. On a une autre question de Mohamedou qui dit « Bonjour, je suis au Sénégal, comment faire pour suivre des études ?» Là, il faut que vous alliez sur le site de Floriane qui s'appelle Campus France. Campus France, oui. Tout ce qui est étudiant étranger, il y a des procédures pour candidater dans une formation lorsque vous n'êtes pas français, ni même européen, puisque pour les Européens, il y a plus de facilité. Wendy a mis le lien vers Campus France. Ouais. N'hésitez pas à vous renseigner, parce qu'en plus, c'est à cette période que se passent les examens de français. Donc, si vous pensez venir étudier en France l'année prochaine, enfin à la rentrée de septembre, là, c'est maintenant.
Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de Campus France pour trouver quand est-ce qu'il y a la session d'examen qui vous permettra ensuite de venir chez nous. Donc, si je lis bien, en filière sciences de l'éducation, donc à Lyon 3, il n'y a pas de sciences de l'éducation. À Lyon, vous avez Lyon 2 qui le fait, mais vous avez d'autres universités en France qui proposent sciences de l'éducation. Après, je ne sais pas quel projet vous avez derrière sciences de l'éducation. Ariel demande quel est l'apport d'une licence humanité plutôt que de lettres classiques. Alors, c'est une dénomination. Il n'y a pas forcément de différence. C'est-à-dire que humanité, c'est tout. On va retrouver à l'intérieur, en général, toutes les filières de lettres, donc lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, oui, j'ai oublié, et philo parfois, voilà. Et lettres classiques, c'est vraiment lettres classiques, c'est-à-dire latin et grec. Mais après, c'est vraiment une question de dénomination. Après, il faut voir avec l'université dans laquelle vous voulez candidater ce qu'elle met derrière ça. La question était, je crois, quel est l'apport, qu'est-ce que ça apporte aux étudiants? Eh bien, ça apporte déjà une très bonne maîtrise du français, une maîtrise des concepts, si je reste sur la notion de lettres classiques, hein, bien sûr. C'est aussi un temps extrêmement important sur tout ce qui est antériorité dans la langue. Donc, non, dehors, tout de suite. T'as lu la porte ou pas? Pardon. Je suis désolée par cette interruption. Donc, c'est une filière qui apporte énormément au niveau de tout ce qui est recherche lexicographique. Donc là, si vous aimez travailler sur cette recherche, sur cette antériorité du langage, c'est des filières qui sont très importantes. Alors, Raphaël demande quels sont les différents débouchés de la licence en sciences humaines? Sciences humaines, c'est vaste. Hein. Oui. Oui. Ben là, c'est le problème, c'est que derrière sciences humaines, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer. Donc aussi bien des filières de lettres que de droit, que de philosophie, et donc des débouchés qui peuvent aller un petit peu partout. Donc si vous pouviez nous préciser quelle filière de sciences humaines précisément vous voyez. En attendant, on a Céline qui nous demande si pour devenir professeur des écoles, la licence sciences de l'éducation est la plus appropriée. C'est l'un des choix possibles. C'est pas le seul, c'est un des choix possibles. Le concours de professeur des écoles est un concours qui est au niveau master et vous pouvez y accéder en passant par plein de filières différentes, l'histoire, la géographie, la philosophie, le droit, la gestion. Il n'y a pas de filière de licence qui impose nécessairement de passer par là. Après, en revanche, il vous faudra faire un master MEF, professorat des écoles, pour pouvoir candidater ensuite au concours. Alors, Raphaël précise la filière qu'il souhaiterait, c'est une licence de lettres. Lettres, alors là, vous avez deux options, lettres modernes et lettres classiques. Donc, lettres classiques, comme j'ai dit, on va tourner autour de la lexicographie. Donc là, on va plutôt avoir des gens qui vont se diriger soit vers la recherche et l'enseignement. Lettres modernes, plutôt aussi l'enseignement, mais pas que. D'accord. En lettres classiques, vous allez aussi avoir un gros travail autour de tout ce qui est développement web et base de données. Puisque quand on doit travailler sur les archives, on va travailler aussi sur cette question-là, les archives numériques, puisqu'aujourd'hui on n'est plus que sur des archives numériques. Voilà, entre autres, un des débouchés de la filière lettres classiques. Et en lettres modernes, là, vous allez avoir beaucoup de choses autour de donc bien sûr de l'enseignement, c'est quand même un débouché important, mais vous allez aussi avoir beaucoup de choses autour de la scénarisation, de l'audiovisuel, du cinéma, des arts aussi qui passent
par là. Vous allez aussi avoir des métiers autour des concours de la fonction publique aussi. Voilà. Que dire encore? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai dû en oublier, forcément. Mais je vous donne un exemple. Un des étudiants qui a témoigné dans le MOOC a fait un Master 2 sur la création de jeux vidéo. Donc, il a fait un Master Lettres et il crée des scénarios de jeux vidéo aujourd'hui. Héloïse pose la question suivante. Je suis actuellement en doctorat en informatique, mais j'aborde aussi des thèmes de SHS. Pensez-vous réalisable de suivre une formation diplômante en SHS en parallèle du doctorat? Si oui, des pistes de formation. Je m'intéresse à la sociologie ou à la psychologie sociale. Alors oui, c'est tout à fait possible de faire une formation diplômante en parallèle du doctorat. Tout dépend après ce que vous voulez faire de ce diplôme, à quoi il peut vous servir dans la carrière et le projet que vous envisagez. Parce que si vous êtes déjà dans un doctorat, c'est que vous avez déjà une idée, un projet. Là, après, vous dire en sociologie ou en psycho... alors, psychologie sociale, en soi, c'est plutôt des diplômes de master. Sinon, il faut repartir en psychologie. Là, il y a la possibilité qu'une partie de votre cursus soit reconnue. Mais là, il faut se rapprocher de l'université et leur demander précisément ce qu'on appelle une validation d'acquis d'enseignement. C'est un petit dossier à remplir pour voir s'il y a des choses qu'on peut vous accorder et donc que vous ne recommenciez pas tout en première année. Magali se demande s'il existe un âge maximum pour étudier à l'université. Pas du tout. Vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez à l'université. Il faut être juste titulaire du bac. Mais même sans le bac, on peut quand même étudier à l'université dans un diplôme qu'on appelle le DAEU, qui est un diplôme d'accès à l'enseignement universitaire. J'aimerais juste rappeler que le bac n'est pas un diplôme de l'enseignement secondaire, mais c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Bognon demande si un parcours en ingénierie de formation est possible et si oui, comment s'y prendre. Je suppose quelle filière précisément. Alors l'ingénierie de formation va plutôt être sur des parcours à la base de licence, soit de sociologie, soit de psycho, mais ça peut être aussi des parcours information et communication, et puis après un master spécialisé en ingénierie de formation. Mais ça sera un master. Ariel demande quelle est la formation la plus appropriée pour les métiers de l'édition. Alors pour l'instant, avec les retours statistiques que nous avons, c'est la formation de philosophie qui remporte la palme au niveau des métiers de l'édition. Donc après, je ne sais pas si ça faisait partie de vos envies, mais en tout cas, c'est ceux qui ont les meilleurs résultats sur les métiers de l'édition. Après, les métiers de l'édition, c'est vaste. Il y a aussi toutes les formations qui ne sont pas des formations universitaires via les DNMAID au niveau des arts graphiques. Oui, bien sûr. Également. Donc, oui, bien sûr. Moi, je ne vois que sous le prisme du monde universitaire. Tout à fait. Mais après, effectivement, il y a des formations qui sont spécifiques au métier de l'édition. Et donc là, je vous renvoie sur le NICEP où vous trouverez tous les détails. Mais si vous n'avez pas un métier précis dans l'édition qui vous intéresse, les statistiques montrent que ce sont majoritairement les étudiants de philosophie qui réussissent. C'est rigolo ça, hein, on ne pense pas. Oui, on n'imagine pas la philosophie comme ayant ce débouché-là. Ouais. Et que ce soit de l'édition classique, papier, mais également de l'édition web. D'accord. Abdoul Fadel dit « Bonsoir, je suis diplômé en sociologie au Bénin, j'aimerais faire carrière dans la recherche. J'aimerais savoir quelles sont les possibilités de rejoindre les centres de recherche. » Ah bah si vous voulez rejoindre un centre de recherche en France, alors déjà il n'y a pas beaucoup de centres de recherche en sociologie en France, mais le plus simple c'est de candidater directement. Voilà. Après, vous pouvez... En direction d'un laboratoire particulier.
Voilà, c'est ça, et de voir, bah, bien sûr, avec le CNRS, puisque là vous allez trouver, mais il y a très peu de postes sur ce genre de choses. Oui. Hélène dit, j'ai fait un Master 1 métier de l'enseignement de l'éducation et de la formation, MEF, en 2017, pour devenir prof des écoles. Pensez-vous qu'il y ait moyen de valoriser cela pour entrer en Master de psychologie? Alors là, je ne peux absolument pas répondre à cette question, et il n'y a que l'université dans laquelle vous voulez rentrer qui pourra vous dire ce que ça représente pour eux. En sachant que le master de psychologie a un parcours très spécifique, puisqu'il y a des stages obligatoires, qu'il faut choisir aussi la spécialité de psychologie dans laquelle vous voulez rentrer. C'est vraiment en fonction de l'université et du master. Alors là, je sors d'un webinaire sur les études en psychologie, donc je peux apporter un bout de réponse, mais pas complètement. L'enseignante qui a été confrontée à cette question a dit il est très rare que des étudiants qui n'ont pas commencé un cursus de psychologie soient admis en équivalence au-delà de la L2. Voilà. Après, effectivement, il faut interroger l'université qui vous intéresse. Kennedy dit, merci pour ce MOOC. Alors, vous êtes pas... Alors, Kennedy, on n'est pas dans le MOOC, là. On est dans un webinaire d'information, justement, sur le MOOC. Là, il faut bien être clair. Il existe un dispositif en ligne qui s'appelle un MOOC, dans lequel il y a beaucoup plus d'informations que ce qu'on va réussir à présenter en 50 minutes. Et on est là pour vous en parler, pour vous donner envie de vous inscrire à ce MOOC. Hein. Donc là, c'est juste un webinaire. Donc, actuellement, je suis étudiant en psychologie et je suis en niveau 1. Donc, ça doit vouloir dire peut-être la première année. Je trouve que la psychologie compte une variété de branches et qu'il est nécessaire de maîtriser toutes ces catégories. Maintenant, comment faire pour ne pas se perdre dans toutes ces branches? Je voulais dire pour trouver une spécialisation, c'est ça, peut-être? Floriane, qu'est-ce que Oui, ou alors pour savoir dans quelle branche se spécialiser. Oui. Alors oui, effectivement, la psychologie est une discipline où il y a énormément de branches, que ce soit la psychologie sociale, que ce soit la psychologie de l'enfant, que ce soit la psychologie du travail. Il y a effectivement beaucoup de branches qui s'ouvriront à vous au niveau du master et pas de la licence. Donc voilà, c'est à ce moment-là que le choix sera à faire. Ce que je vous engage à faire surtout, c'est à réfléchir vers quel public vous voulez aller. Alors, il y a deux façons d'envisager les choses. Il y a est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent ou avoir trouvé des postes facilement, ou est-ce que je veux soigner un type de public en particulier? Parce qu'en psychologie, vous avez effectivement pléthore d'accompagnement. Si c'est plutôt le côté biologique qui vous intéresse, je vous engagerai aussi à regarder du côté des neurosciences. Voilà, des sciences cognitives. Nous, on appelle ça sciences cognitives en France. Et il y a aussi un apport très intéressant au niveau de cet apport-là, qui peut être très complémentaire avec la licence de psychologie. Mathis demande si une des licences sciences humaines permet d'avoir des débouchés dans le monde du journalisme. Oui, alors beaucoup d'entre elles. Dans le MOOC, vous trouverez dans l'espace témoignage étudiant, justement, un étudiant d'histoire qui explique comment, à côté de ses études, il mène sa carrière de journaliste. Voilà. Donc, effectivement, des étudiants en histoire, en philosophie ou en lettres sont effectivement un des débouchés, c'est le journalisme. Oui. Violaine se posait la question de savoir si une licence accès santé, c'est-à-dire une LAS en psycho, est plus adaptée qu'une licence de psycho simple. Tout dépend ce que vous voulez faire. Alors je réponds pas, hein, c'est une réponse de Normand ce que je vous fais. Mais si vous voulez plus vous tourner vers l'aspect biologique, effectivement, la LAS est plus adaptée.
Si vous voulez quelque chose qui soit plus autour de la thérapie et du soin, c'est plus ce psycho. Ça renvoie en fait à la dissociation psychiatre qui est un médecin qui fait des études de médecine et psychologue qui suit un cursus de 5 ans et qui fait de la psychologie. Le psychiatre peut délivrer des médicaments, le psychologue ne peut pas. Mais le psychologue a des débouchés qui ne sont pas uniquement de soins cliniques. Le psychologue, c'est un psychologue de l'orientation. Tout à fait. Là aussi, ça peut être tourné autour du public, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien de l'accompagnement à la rééducation pour des jeunes adultes, ça peut être de l'éducation comme les psychologues scolaires, ça peut être aussi tout ce qui est accompagnement et aide pour les enfants à troubles en situation de handicap, ça peut être aussi pour les adultes, pour les personnes âgées. Donc, vous voyez, c'est en fonction du public, vous n'allez pas avoir tout à fait la même chose. Et puis, bien sûr, il y a psychologue du travail. Et psychologue du travail, c'est encore un autre type d'accompagnement, puisque là, vous êtes sur la réalisation des potentiels en entreprise. Donc, vous aidez les gens à trouver les formations, à s'adapter à leur prise de poste. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et on n'a plus du tout l'aspect biologique, là, pour le coup. Kouakou dit « Bonjour, je fais un doctorat en agroclimatologie en Côte d'Ivoire. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi en France ?» Et merci pour ce webinaire. Alors là, c'est vraiment très spécifique. Vous êtes pour moi plus sur des formations de sciences dures que de sciences humaines. Après, je ne sais pas quel est votre objectif à venir en France, surtout que là, vous avez un doctorat, donc vous avez un bac+8, vous avez déjà en soi des opportunités rien qu'avec ce bac+8. Est-ce que vous avez un projet, une idée particulière derrière ça ? Luna demande « Y a-t-il des formations dans le domaine de l'acting et du théâtre et quel département ou études à suivre afin d'intégrer le marché du travail dans ce créneau ?» Alors, il y a deux options dans la réponse. Soit vous pratiquez déjà, et auquel cas, il existe plein d'accompagnements, entre autres avec ce qu'on appelle le statut d'artiste de haut niveau, qui vous permet de dégager du temps pour continuer votre pratique artistique. Et nous, on aménage votre emploi du temps pour vous permettre de continuer cette pratique artistique. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire vous pratiquez à côté et nous, on va s'adapter. Et donc là, toutes les formations peuvent le faire. Il n'y a pas de formation spécifique. Après, si vous voulez une formation spécifique pour ça, c'est la licence art du spectacle. Et là, il faut bien vous renseigner université par université parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes spécialités. À Lyon, c'est Lyon 2 qui fait l'art du spectacle et ils ont une spécialité marionnette et art de rue. Donc, vous voyez, on fait pas. Il y aura un petit peu de théâtre, mais globalement, ils sont beaucoup plus sur des choses autour de la marionnette, du jeu d'acteur, mais pas physique. Donc après, c'est vraiment à vous là de regarder quelle université correspond exactement à votre besoin de formation. Et là encore, je vais le dire, dans ce cas-là, il n'y a pas de priorité si dans votre ressort d'habitation, l'université n'y est pas. Parce que vous savez que sur Parcoursup, vous êtes prioritaire sur l'université qui est à côté de chez vous, la plus près de chez vous. Mais ça, ce n'est pas vrai si la formation n'existe pas à côté de chez vous. Donc là, si par exemple la formation que vous visez, avec la spécialité que vous visez, n'est pas une université à côté de chez vous, vous ne perdez pas de points dans le scoring et vous pouvez obtenir quand même cette formation. Il y a une petite précision sur laquelle nous pourrions mettre en exergue, c'est le fait qu'au fur et à mesure des études dans une université, il y a une spécialisation de plus en plus prégnante et que autant en première année, dans les grandes disciplines en sciences humaines, l'écart entre deux universités, hormis double licence, est quand même fort peu présente, autant en master, il y a une très forte spécialité. Alors, quels sont les débouchés d'un master de sociologie?
Alors après, tout dépend de quel master de sociologie on parle. C'est-à-dire que là, voilà, il y a plein de spécialités en sociologie. Vous avez des spécialités autour de l'accompagnement social. Vous avez des spécialités autour de la transition énergétique. Vous avez des spécialités autour de l'égalité des chances et de l'égalité femmes-hommes. Donc ça dépend quel master de sociologie vous allez faire. Et derrière ça, forcément, le master vous amène à des postes spécifiques. Donc par exemple, si vous faites un master en sociologie sur le développement durable, vous aurez des postes soit en entreprise, soit en fonction publique liés à ça. Pour ma part, j'ai recruté un alternant qui est en master de sociologie, mais avec une forte composante en communication. Donc tout de suite, il y a une filiation qui se fait sur des métiers derrière de la communication. Donc c'est pour ça que quand vous êtes en licence 3, on vous encourage à candidater à beaucoup de masters différents, qui ne sont pas d'ailleurs tout près de chez vous forcément, mais qui vont vous permettre de cibler un métier de manière plus précise en tout cas. Alors, vous avez toute une filière autour de la sociologie des médias pour justement savoir comment bien communiquer sur quels médias, etc. Là, ça dépend vraiment de la spécialité de master que vous allez choisir. Alors, Oyane dit « Bonjour, quelles sont les spécialités à prendre au lycée pour intégrer facilement des écoles en psychologie ?» Alors, c'est plutôt des universités en psychologie, Oyane. Oui, parce qu'il n'y a pas pour l'instant d'école en psychologie. Donc les spécialités, là c'est normalement indiqué sur Parcoursup. Quand vous regardez sur Parcoursup la licence que vous visez en psychologie, il est indiqué les matières à prendre en spécialité. Là clairement, ça fait partie des critères qui sont publics. Donc n'hésitez pas à regarder sur Parcoursup et la plupart des universités vous indiquent la spécialité que eux font correspondre comme étant les meilleures. Mon petit conseil, c'est simple, prenez la spécialité dans laquelle vous avez les meilleures notes. Ne vous posez pas 15 000 fois la question. Voilà. Alors évidemment, évitez de me prendre la spécialité danse si vous voulez faire psychologique, il n'y a pas beaucoup de rapport. Mais pour tout le reste, prenez la spécialité dans laquelle vous avez un maximum de facilité et où vous pouvez avoir le maximum de points. Ça facilitera beaucoup votre dossier. On rappelle que la psychologie est une filière en tension depuis de nombreuses années. Donc, plus vous avez de meilleures notes à présenter dans votre dossier, plus vous aurez de chances d'être sélectionné par les algorithmes. Edith nous dit, venant des ABAC, comment poursuivre une licence et un parcours en histoire franco-italien? Je ne connais pas les ABAC. Non, moi non plus. Alors, histoire franco-italienne, je pense pas que vous puissiez faire une licence là-dedans. Il faudra choisir si vous voulez travailler sur la langue ou si vous voulez travailler sur l'histoire. Puisque dans les deux cas, vous allez pouvoir travailler le rapport avec le territoire, mais pas tout à fait de la même façon. Si vous voulez travailler en histoire, à ce moment-là, vous allez pouvoir travailler autour du lien franco-italien dans une région ou sur un thème particulier historique. Et si vous voulez travailler les langues, c'est-à-dire la langue italienne, soit uniquement en LLCER, donc lettres, langues et civilisation régionale, donc là vous allez travailler sur le côté apprentissage de la langue, finalisation autour de ce travail-là, et en même temps l'histoire de la civilisation et son rapport avec la langue française forcément. Donc là, je ne sais pas exactement quel était votre projet. Vous voyez l'importance du projet, en fait, que la formation n'est jamais que l'aboutissement du questionnement sur le projet. Natacha nous demande comment choisir entre licence Sciences Po et IUP et quelles sont les différences? Alors, c'est pas IUP, c'est IEP, Institut d'études politiques. Un IUP, c'est un institut universitaire professionnalisant, c'est pas la même chose. Le choix, en fait, vous le faites pas vraiment, puisque pour intégrer un IEP, il faut passer un concours.
Donc il y a 6 IEP en France, dont celui de Paris qui est bien sûr le plus connu. Faut passer le concours pour intégrer la première année ou la deuxième année, selon ce que vous avez, si vous êtes au bac ou si vous êtes étudiant. Et ensuite, cela vous permet d'accéder à une école dans laquelle vous serez formé à la science politique. Et chaque IEP en France a sa petite spécialité. Celui de Paris est généraliste, mais si vous prenez Lille, il est spécifique sur les affaires européennes. Si vous prenez Grenoble, il est plus relations internationales. Voilà, donc ça dépend un petit peu de votre affinité avec ces domaines-là. En sachant que bien sûr, quand vous passez le concours, c'est votre place qui détermine où vous pouvez choisir. Voilà, si vous pouvez pas choisir, bah voilà, vous pouvez pas choisir. Vous êtes pris dans celui qui vous prend. La filière sciences politiques à l'université, c'est 3 ans d'enseignement où vous allez travailler aussi bien les relations politiques entre les États que la politique française et le droit. Voilà. 2 parcours différents. Le parcours licence est un parcours beaucoup plus en autonomie. Le parcours école, c'est un parcours école, donc il y a plus de motivation à avoir. C'est aussi beaucoup plus de préparation en amont pour passer les concours. Après, il me semble qu'il y a aussi une possibilité d'intégrer un IEP au niveau master. Et tout à fait. Je crois que certains étudiants font une licence à l'université pour se préparer et ensuite passer le concours. Alors, quand vous êtes à l'université, vous pouvez effectivement repasser le concours. Comme j'ai dit, il y a des concours à niveau bac et à niveau bac plus 1 pour les écoles, pour les IEP, mais surtout pour les masters, il n'y a plus de concours. Vous êtes sur juste un examen de dossier. Donc, vous pouvez faire une licence à l'université et ensuite demander à faire examiner votre dossier pour l'entrée en master. Donc voilà, ça peut être aussi un choix de parcours pour la suite, pas forcément que pour le démarrage. Margot est en classe de première, elle aimerait se tourner dans le domaine du social, de l'humanitaire. Quelles sont les formations adaptées? Et merci pour ce webinaire. Alors là, j'ai envie de dire, c'est plutôt qu'est-ce que vous voulez emmener comme compétence dans le domaine du social. Parce que là, vous avez tout peut amener vers ces métiers-là. Vous pouvez être juriste et accompagner des gens dans les villages pour l'accès à l'eau. Vous pouvez travailler comme géographe justement pour la gestion des points d'eau. Vous pouvez travailler en histoire et faire de l'enseignement dans les ONG justement sur les lettres et le français. Vous pouvez faire de la philosophie et aider sur les métiers de l'édition. Voilà, il y a plein de façons d'aller vers ces métiers-là, ou faire de la sociologie aussi. Il y a plein de façons de le faire, mais quelle est la compétence que vous voulez développer? Qu'est-ce que vous voulez amener dans l'humanitaire? Quel est le point fort que vous voulez amener? Voilà, c'est ça la question en fait. C'est moi je me sens, je dis n'importe quoi, d'avoir des compétences de gestion. Et ben faites des études de gestion pour justement aider la comptabilité, aider à la gestion de projets sur place, voilà, apporter un secours. Et puis après il y a la question de qu'est-ce que pour vous l'humanitaire? Est-ce que l'humanitaire c'est forcément l'étranger ou est-ce que les Restos du Cœur c'est aussi de l'humanitaire? Voilà. Sachez aussi qu'il y a des écoles qui sont spécialement faites pour ça, qui sont même assez reconnues sur les questions de l'humanitaire, justement pour vous former, et qui prennent au niveau bac. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place et c'est des écoles, c'est assez cher. Mais celles-là sont reconnues. Anne-Séverine demande, qu'appelez-vous des filières en tension? Plus de demandes que de place ou au contraire comme les métiers en tension? C'est qu'il y a plus de demandes que de place. Voilà, tout simplement, ce qu'on appelle des filières en tension, c'est des filières où on sait qu'il y a plus d'étudiants qui veulent faire ces filières que de places possibles physiquement. Hein. C'est-à-dire que c'est pas... souvent, on a l'image que l'université réduit les places. Non, non, pas du tout. C'est une question physique. Voilà, à un moment, on ne peut pas pousser les murs et pour des questions de sécurité, on ne peut pas recevoir plus d'étudiants que notre capacité d'accueil. Et donc, entre autres, la psychologie fait partie de ces filières en tension, mais vous avez aussi le droit qui fait partie des filières en tension.
Il nous reste pas beaucoup de temps. On va prendre une dernière question qui est un peu obscure. Il y a Violine qui dit « Merci pour ces réponses. On m'a dit de choisir ma fac de psycho en fonction de son orientation. Sur Parcoursup et les sites des universités, je ne trouve pas d'infos là-dessus. Alors, comment se renseigner ?» Alors, c'est l'orientation, c'est ce qu'ils appellent, j'imagine, l'orientation, c'est quels sont les contenus. Quel type de psychologie de cours de psychologie vous allez avoir, et ensuite quels sont les masters en termes de débouchés. Donc là, il faut que vous regardiez au niveau des licences de psycho, quels sont les contenus, et que vous compariez les différents contenus pour savoir ce qui, par rapport à vous, correspond à ce que vous voulez faire. Sachant que pour la première année, je veux dire, est-ce que c'est pertinent? On peut faire très bien une première, une deuxième année, une troisième année, et puis ensuite voir pour les masters, pour la spécialisation. Tout à fait, tout à fait. Non, non. Et puis même, si vous vous rendez compte que l'option que vous voulez n'est pas présente dans l'université que vous avez choisie, vous pouvez, dès la fin de la première année, partir dans une autre université. Comme je l'ai expliqué, vous gardez les crédits que vous avez acquis, donc les matières que vous avez eues, vous les gardez. Autre élément aussi important quand même, rendez-vous sur place. Allez voir les universités, et visiter parce que une université, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où vous allez vous sentir ou pas d'étudier, et si vous vous sentez pas bien dans cet espace, vous irez pas en cours. Voilà, vous pourrez pas venir tous les jours en cours et travailler. Donc je suis d'accord qu'effectivement l'orientation de la fac, le contenu de la licence, c'est important, mais ce qui est aussi très important, c'est de se sentir bien dans l'enseignement, d'avoir, voilà, si vous aimez être en autonomie et que c'est des gros amphis, est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que c'est des formations au contraire où il y a un petit peu moins de présence et plus d'enseignants? Voilà, chaque université a son mode de fonctionnement, et donc là, vraiment, rendez-vous sur place, regardez comment ça se passe, posez des questions aux autres étudiants. Là aussi, vous avez la chance d'avoir plein de réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, etc. Regardez les gens qui ont fait la licence de psycho que vous visez, envoyez-leur un petit message en disant est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est pas bien passé, quelles compétences ça t'a apporté, est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes ou pas. On va être obligé d'arrêter là. Tout cela est absolument passionnant. Merci beaucoup, Floriane, pour tous ces éclaircissements et ta disponibilité. Merci à toutes et à tous pour vous être connectés. On espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, de toute manière, on vous conseille très vivement de vous inscrire au MOOC Projet Fac, où vous allez pouvoir découvrir plein de vidéos et de contenus, et bénéficier d'un forum où Floriane et son équipe va vous répondre. Donc, on vous invite à vous inscrire dès que possible. Merci à toutes et à tous. Excellente fin d'après-midi et bonne orientation.